Cette peur m'accompagne depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je ne sais pas si je suis né avec cette peur ou si elle est apparue pendant mon enfance. Est-ce inné ou acquis? Ou peut-être s'agit-il de quelque chose de plus profond et plus difficile à comprendre. D'une certaine manière, cela n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est étrange, c'est que je ne peux pas vraiment expliquer ce qui la provoque. De quoi ai-je peur? De l'échec? De montrer ma faiblesse? Du jugement des autres? Ou peut-être que je ne supporte tout simplement pas l'idée de décevoir les gens, d'être une déception, rongé par la culpabilité pour le reste de mes jours. Un grand leader a dit un jour, nous n'avons rien à craindre sauf la peur elle-même. C'est une bonne philosophie. J'aimerais pouvoir la suivre, mais malheureusement, ce n'est pas si simple. Et bien sûr, les professionnels de la santé mentale vous diront que la peur est une réaction tout à fait naturelle au stress ou au danger. Le réflexe de lutte, de fuite ou de paralysie. Je suppose que c'est inscrit dans notre ADN. C'est la façon dont notre cerveau réagit, un instinct que nous ne pouvons pas contrôler. Mais pour des personnes comme moi, la peur, la culpabilité et le dégoût de soi peuvent devenir si envahissants que la dépression et l'anxiété que nous ressentons deviennent paralysantes, nous empêchant de vivre notre vie ou de fonctionner, même au niveau le plus élémentaire. Au fil des ans, j'ai souffert de ces émotions négatives de manière presque constante. Les médicaments et le soutien m'ont aidé, et il y a eu des moments, voire des périodes prolongées, où je me suis senti satisfait, voire heureux. Mais je ne parviens jamais à me débarrasser complètement de la peur. C'est un fardeau dont je ne peux me débarrasser. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas facile à raconter. Cet incident a été le pire moment de ma vie, et je m'estime très chanceux d'y avoir survécu. J'ai bien sûr déjà connu des épisodes de santé mentale aiguë, des périodes où je me sentais si déprimé que je ne pouvais pas me laver, manger ou même sortir du lit pendant plusieurs jours. Néanmoins, j'ai toujours su que je pouvais traverser ces périodes sombres et m'en sortir. Mais ce qui m'est arrivé l'année dernière a dépassé tout ce que j'avais connu auparavant. C'était comme si toutes mes pires peurs et tous mes cauchemars s'étaient réalisés d'un seul coup, et que je ne luttais plus contre les démons dans ma tête. Pendant ces 2 jours terrifiants, j'ai été traqué et terrorisé par un monstre bien réel. Cette bête était-elle la manifestation physique de ma dépression et de ma paranoïa, ou un véritable démon envoyé des profondeurs de l'enfer pour me tourmenter? Je ne peux pas le dire avec certitude, mais je pense néanmoins qu'il est important que je raconte mon histoire, ne serait-ce que pour donner de l'espoir à ceux qui sont confrontés à l'obscurité. Car, quelle que soit la gravité de la situation, il y a toujours un moyen de s'en sortir. J'étais au fond du gouffre lorsque la bête m'a attaqué. Ma compagne de longue date m'avait quitté après une rupture difficile et j'étais tombé dans le désespoir et l'apitoiement sur moi-même. Je n'arrivais plus à fonctionner normalement et j'ai manqué beaucoup de jours de travail. Finalement, mon employeur m'a licencié, sans emploi, je n'avais plus aucune raison de me lever le matin. À ce stade, j'étais complètement isolé, je ne quittais presque plus la maison et je ne parlais plus à mes amis ni à ma famille. À l'époque, j'avais l'impression que tout le monde s'était retourné contre moi. Ce n'était bien sûr pas le cas. Il y avait encore des gens qui tenaient à moi, mais je les avais exclus de ma vie, refusant de répondre à leurs appels ou à leurs messages. Encore une fois, c'est difficile à expliquer. Une partie de moi craignait qu'ils me jugent, qu'ils me disent d'arrêter d'être faible et de me reprendre en main, ce que je ne pouvais bien sûr pas faire. D'un autre côté, je me disais qu'il serait mieux sans moi, car je n'étais qu'un fardeau et une source d'embarras, et qu'il valait donc mieux que je disparaisse complètement de leur vie. Une fois que vous tombez dans ce piège, il est difficile d'en sortir, et plus cela dure, plus cela empire. Rien ne pouvait me soulager, ni les béquilles ni les addictions sur lesquelles je m'étais appuyé auparavant. La drogue, l'alcool, la luxure, l'évasion, rien ne fonctionnait. Je passais la plupart de mon temps au lit, dormant entre 12 et 18 heures par jour. Le sommeil était ma seule échappatoire, le seul endroit où je trouvais la paix. Le monde des rêves et les souvenirs d'une époque meilleure m'apportaient un peu de répit, mais cela ne durait jamais. Le pire, c'était le réveil. C'est à ce moment-là que je me rappelais qui j'étais et tous les problèmes que j'avais, et la peur me frappait de plein fouet. La pression que je ressentais dans ces moments difficiles était intense, je me sentais comme un tube de dentifrice pressé de toutes ses forces. Je restais allongé dans mon lit, la couette tirée sur la tête, tremblant et sursautant au moindre bruit provenant de l'extérieur. Je ne me lavais pas et je mangeais à peine. Et tout ce qui passait mes lèvres restait bloqué dans ma gorge, car j'avais l'estomac noué. Cela a duré plusieurs jours, et mon état mental n'a fait qu'empirer avec le temps. Très vite, la paranoïa s'est installée.
Je n'avais plus de nourriture ni de produits de première nécessité, mais je ne pouvais pas quitter la maison, même pour aller faire des courses. Je pensais que les gens en avaient après moi, qu'ils me regardaient dans la rue, me jugeaient et parlaient de moi à voix basse, disant que j'étais dégoûtant et pathétique. Je craignais d'être craché dessus et agressé physiquement si je franchissais le seuil de ma porte. J'ai également cessé d'aller sur Internet, craignant les trolls, les insultes et les menaces qui ne manqueraient pas de suivre, car les guerriers du clavier me traqueraient pour me couvrir de haine. Tout ce que je voulais, c'était me cacher sous ma couette et oublier que le reste du monde existait. Mais je ne pouvais pas m'échapper. Les choses ont pris une tournure plus sinistre le 5e jour. Ce matin-là, j'ai rassemblé tout mon courage pour jeter un coup d'œil à travers les rideaux de ma chambre, dans l'espoir que la lumière du soleil réveillerait quelque chose en moi. Mais je ne voyais ni le soleil, ni quoi que ce soit d'autre. Au lieu de cela, il y avait un brouillard bas et dense, si épais que je ne pouvais même pas voir le bout de la rue. C'était un phénomène étrange, un phénomène météorologique bizarre auquel je ne m'attendais pas. Avec le recul, j'aurais dû me rendre compte qu'il y avait quelque chose d'anormal et de sinistre dans cette brume épaisse et étouffante, mais ce matin-là, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. La brume semblait être un manteau qui me protégeait et m'abritait du monde cruel qui m'entourait. Pendant un bref instant, je me suis senti un peu plus en sécurité, mais cela n'a bien sûr pas duré. J'ai dormi presque toute la journée, somnolent par intermittence, trouvant de brefs moments de paix et de répit avant que l'angoisse et le dégoût de moi-même ne reviennent avec une vengeance. C'est après le crépuscule que j'ai rouvert les rideaux. La brume ne s'était pas dissipée. Elle avait même semblé s'épaissir, formant un brouillard dense qui aurait pu étouffer toute lumière et toute vie si on ne l'avait pas laissé se dissiper. Je me sentais très mal à l'aise en regardant cette scène sombre. C'était différent du matin. Je ne me sentais plus en sécurité ni protégé. Au contraire, je craignais ce qui pouvait se cacher dans le brouillard, utilisant celui-ci comme couverture pour planifier une attaque contre mon refuge. Je voulais tirer les rideaux et retourner me coucher, mais pour une raison que j'ignorais, je ne pouvais pas m'éloigner de la fenêtre. J'ai donc scruté la rue enveloppée de brouillard, à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Au bout de quelques minutes, j'ai aperçu quelque chose qui bougeait derrière la brume, une ombre sombre et immense, qui se déplaçait lentement mais résolument de l'autre côté de ma rue de banlieue habituellement calme. Je ne pouvais pas distinguer qui ou quoi c'était, seulement que c'était grand et lourd, une silhouette menaçante qui tournait autour du périmètre, à la recherche d'une faiblesse, d'un moyen d'entrer. Je me suis retrouvé paralysé par la peur, trop terrifié pour détourner le regard ou m'éloigner de la fenêtre. Finalement, la silhouette sombre s'est éloignée, se fondant dans la brume et disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Mais je n'étais pas convaincu. Je sentais qu'elle était toujours là, tapie quelque part, hors de ma vue. Elle reviendrait, j'en étais certain. Finalement, je me suis éloigné de la fenêtre et j'ai tiré les rideaux. Pris de panique, j'ai essayé de réfléchir à ce que je devais faire. J'ai envisagé d'appeler la police, mais je n'ai pas osé allumer mon téléphone, craignant ce qui m'attendait, imaginant un déluge de messages et de commentaires injurieux de la part de trolls anonymes sur Internet. Pour des raisons que je ne pouvais expliquer, l'idée de passer un coup de fil et de parler à un autre être humain m'effrayait encore plus que l'intrus fantomatique qui rôdait dans les rues. Et puis, qu'aurais-je pu leur dire? La police aurait sûrement pensé que j'étais folle, et peut-être aurait-il eu raison. Finalement, j'ai fait ce que je faisais toujours, rien. Au lieu de demander de l'aide, je me suis replié dans mon lit et j'ai caché ma tête sous les couvertures, cherchant du réconfort dans le monde de mes rêves. Je ne sais pas à quelle heure je me suis réveillé. Je pense que c'était le lendemain matin, mais cela aurait pu être l'après-midi. Pour être honnête, je n'avais plus vraiment la notion du temps. La première chose dont j'ai pris conscience, c'était la fumée dans ma chambre, du moins, c'est ce que j'ai pensé au début. Je ne pouvais plus respirer, l'air était si dense et étouffant. J'ai cru que ma maison était en feu, mais je ne voyais aucune flamme. Toussant et crachant, je me suis assis dans mon lit et j'ai essayé d'habituer mes yeux à ce nouvel environnement. Pris de panique, je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai tiré les rideaux. Le brouillard était désormais omniprésent, si dense que je ne voyais pas à 1 mètre devant moi. J'ai rapidement compris que la brume avait envahi ma chambre, pénétrant d'une manière ou d'une autre à travers les fenêtres à double vitrage et les murs en briques pleines. Je couvris ma bouche et mon nez avec ma main, toussant et luttant pour respirer. J'eus des hauts le cœur, sentant que j'allais vomir, mais mon estomac était vide. Je n'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait. Cet endroit avait été mon refuge, ma retraite loin de la cruauté du monde extérieur, mais plus maintenant.
Quoi que ce soit, cela avait réussi à pénétrer. La brume m'étouffait, m'étreignait à mort dans mon dernier refuge. Tout mon corps tremblait de manière incontrôlable tandis que je reculais, m'enveloppant étroitement dans ma couette, me couvrant la tête dans l'espoir vain que le tissu fin m'offrirait une certaine protection. Je m'enveloppais dans l'obscurité, gémissant doucement et me disant que tout allait bien se passer, que j'allais m'en sortir. J'aurais prié si j'avais cru en Dieu, mais ma vision nihiliste et sombre du monde m'avait privé de cette option. Je me sentis m'évanouir alors que l'obscurité m'envahissait, et je perdis connaissance. Quand je me suis réveillé, je savais qu'il faisait nuit. Même après avoir retiré la couette de ma tête, le monde était toujours plongé dans l'obscurité. J'avais l'impression que les derniers rayons de lumière avaient été aspirés. J'ai frissonné et toussé en sortant de mon lit. Le brouillard envahissait ma chambre et j'avais du mal à respirer. L'odeur était également épouvantable. Je ne m'étais pas lavé depuis plusieurs jours, on pouvait donc dire que mon corps en sueur sentait plutôt mauvais à ce moment-là. Mais je n'étais pas le seul. Mes narines étaient envahies par une odeur nauséabonde qui ressemblait à celle de la chair en décomposition. La puanteur de la mort m'entourait. Je ne pouvais ni y échapper, ni identifier sa source. Je me suis mis à vomir dans la poubelle, incapable de rien rendre, mais toujours en proie à la peur et à la douleur, tremblant de tout mon corps. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que je devais aller à la fenêtre, regarder dehors et voir ce qui s'y trouvait, pour voir la bête immonde qui, je le savais, venait me chercher. J'ai lentement tendu la main vers le rideau, tremblant, et je l'ai timidement tiré pour découvrir ce qui m'attendait derrière la fine vitre. Le brouillard était toujours aussi épais, mais je pouvais clairement voir les silhouettes émerger de la brume, marchant vers ma maison avec une détermination inébranlable, entièrement concentrée sur leur cible, qui était bien sur moi. J'ai senti une terreur brute me parcourir lorsque je les ai vus clairement pour la première fois, une armée de ghouls ressemblant à des zombies s'avançant avec détermination, leur peau pâle, leurs yeux injectés de sang et leur sourire sadique me glaçant jusqu'aux os. Mais ce n'étaient pas des inconnus. Je les connaissais tous, sans exception, des brutes de la cour d'école, d'anciens partenaires, d'anciens patrons et des membres de ma famille avec lesquels j'avais coupé les ponts. C'étaient tous des gens qui avaient fait partie de ma vie, des gens qui m'avaient fait du mal d'une manière ou d'une autre. Les revoir tous m'a fait ressurgir tous les souvenirs douloureux. Mais ce n'étaient plus seulement des personnes. Ils avaient été transformés en quelque chose de bien pire, une armée maléfique sous le contrôle d'une entité véritablement diabolique. Je redoutais de penser à l'être infernal qui avait pu rassembler toutes ces âmes tourmentées, mais il ne fallut pas longtemps avant que la créature hideuse décide de se montrer. Ce qui sortit de la brume ressemblait à quelque chose sorti d'un cauchemar, ou peut-être à l'origine même des cauchemars. L'apparence terrifiante du monstre incarnait mes pires craintes, comme s'il s'agissait de la manifestation physique de mes peurs primitives, ou d'une monstruosité contre nature qui aurait pu être assemblée par le docteur Frankenstein lui-même. Il se tenait debout, mesurant plus de 2 mètres, marchant sur 2 pattes robustes semblables à celles d'un oiseau, toutes 2 ornées de serres acérées comme des rasoirs. De manière inexplicable, son corps et son torse étaient ceux d'un ours noir, recouvert d'une épaisse fourrure emmêlée, avec des bras puissants qui s'étendaient pour former une étreinte grotesque, les griffes prêtes à déchirer et à lacérer. Je levai les yeux vers son visage hideux et restai sans voix devant ce que je vis. Le monstre avait un museau proéminent rempli de rangées de dents acérées semblables à celles d'un crocodile, et ses yeux démoniaques, d'un rouge infernal. Son regard sadique me transperça, comme si la bête regardait directement dans mon âme. Les drones ressemblant à des zombies s'interrompirent leur sinistre marche funèbre et dégagèrent le passage à leur maître, permettant au monstre d'avancer, ses yeux haineux entièrement fixés sur moi. Les serviteurs maléfiques souriaient cruellement tandis que leur maître ouvrait la voie, et le monstre riait, émettant un rire sadique qui remplissait l'air, résonnant dans la rue autrefois paisible et me terrifiant plus que tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Je ne pouvais plus le supporter et je me suis éloigné de la fenêtre, espérant contre toute attente pouvoir fermer la porte à ces monstres. Je me suis dit qu'ils ne pourraient pas entrer, qu'ils ne pourraient pas s'infiltrer dans ma maison. Mais bien sûr, j'avais complètement tort. J'entendis un grand bruit contre ma porte d'entrée qui me fit sursauter, et un instant plus tard, je tremblai de terreur en l'entendant s'ouvrir. Il était à l'intérieur de ma maison, ayant franchi mes défenses sans pratiquement aucun effort. C'était le moment de se battre ou de fuir, sauf que je n'avais nulle part où aller et aucune énergie pour me défendre. Au lieu de cela, je me figeai, recroquevillé dans un coin, recroquevillé en position fétale. J'écoutais avec horreur la bête déchirer le couloir de mon petit bungalow,
ses griffes déchirant la moquette et son rire grave résonnant contre les murs. Elle a rapidement atteint la porte de ma chambre, se tenant de l'autre côté, seul le bois mince me séparant de la bête féroce. Il n'y avait pas de serrure à la porte et je n'avais aucun moyen de me défendre. Mon cerveau tournait à 1000 à l'heure et j'ai finalement bondi, attrapant mon téléphone sur la table de chevet, avant de traverser la pièce en courant et de me jeter dans mon placard, claquant la porte derrière moi, recroquevillé en boule dans le noir. C'était pathétique, je le savais bien. Le monstre allait bientôt me trouver et me détruire. Bien sûr. C'était comme si j'étais une armée vaincue, battant sans cesse en retraite avant d'être finalement acculée, et livrant un dernier combat désespéré contre un ennemi invincible. Je pris de longues inspirations, la sueur coulant de tous mes pores et mon corps tout entier tremblant de manière incontrôlable alors que j'attendais mon destin inévitable. La bête enfonça la porte de la chambre d'un coup de pied, et je sentis le bruit sourd de son intrusion brutale dans mon sanctuaire. Son rire cruel et grave était désormais assourdissant, et l'odeur nauséabonde qu'il dégageait m'étouffait. Je sentais que j'allais m'évanouir. Peut-être que ce serait une fin appropriée à ma misérable existence, pensais-je. Comme un lâche, j'avais passé toute ma vie à fuir, à me cacher de tout ce qui était désagréable et effrayant. Mais maintenant, le monde brutal était venu me chercher, et je n'avais plus nulle part où fuir ni me cacher. Le monstre était maintenant de l'autre côté du placard, ses griffes acérées claquant contre le sol. Je pouvais voir l'énorme ombre qu'il projetait à travers l'espace sous la porte. Il avait cessé de rire et respirait maintenant bruyamment, debout devant le placard, se préparant à l'assaut final. Je ne sais pas pourquoi il tardait à lancer son attaque. Je suppose qu'il jouait avec moi, prolongeant mon calvaire pour son propre plaisir sadique. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ses griffes acérées et à ses dents, à ce qu'il allait me faire, me déchirer et me mettre en pièces, se régalant de ma chair à vif. Est-ce que je méritais ce sort? Avais-je fait quelque chose de si grave pour mériter d'être tué de manière aussi sauvage? Je ne saurais le dire, mais j'avoue avoir eu peur de mourir. Bien sûr, j'avais déjà pensé au suicide, mais je n'avais évidemment jamais franchi le pas. Pendant mes pires crises de dépression, j'avais souvent eu l'impression de ne pas mériter de vivre. Mais maintenant que la mort me regardait en face, je voulais survivre. Mes souvenirs de ce qui s'est passé ensuite sont assez flous. Je me souviens avoir ressenti une montée d'adrénaline lorsque j'ai attrapé mon téléphone et l'ai allumé avec un doigt tremblant et moite. Je pensais qu'il n'était peut-être pas trop tard pour appeler à l'aide, que je pouvais encore être sauvé. L'appareil s'est allumé, éclairant l'intérieur du placard de sa lueur artificielle. Au même moment, le monstre a émis un grognement sourd et je l'ai entendu tourner lentement la poignée de la porte, s'apprêtant à entrer. J'ai alors compris que je n'aurais pas le temps d'appeler la police ou qui que ce soit d'autre. Je serais mort en quelques secondes. Mais alors, quelque chose d'étrange s'est produit. Mon téléphone était éteint depuis plusieurs jours, car j'avais volontairement coupé tout contact avec le monde extérieur. Quelques secondes après l'avoir allumé, j'ai été submergé de messages et de notifications en attente. Inutile de dire que je n'ai pas pu lire tous les messages dans ce moment tendu et mortel, car je m'attendais à une fin horrible dans quelques secondes, mais les messages que j'ai parcourus n'étaient pas critiques ou remplis de méchanceté, bien au contraire, en fait. Ils provenaient de mes amis et de ma famille, des personnes qui m'aimaient et se souciaient de moi. Ils étaient sincèrement inquiets, me demandaient comment j'allais, m'offraient leur soutien et me suppliaient de répondre au téléphone. Soudain, j'ai compris. Ils tenaient vraiment à moi et voulaient que je me batte, que je survive et que je revienne vers eux. Mais était-il déjà trop tard pour moi? J'ai retenu mon souffle tandis que la bête hargneuse tournait la poignée et que la porte du placard s'ouvrait lentement, révélant l'horreur qui se tenait de l'autre côté. Je me suis préparé à la fin, mais elle n'est pas venue. Au lieu de cela, la bête a poussé un cri de douleur et s'est rapidement éloignée de la porte du placard, comme si elle avait été touchée par une balle ou transpercée par une lance acérée. J'ai entendu le cliquetis rapide des griffes sur le sol alors que le monstre s'enfuyait, quittant rapidement ma chambre et traversant la maison en courant avant de s'échapper par la porte d'entrée. J'étais stupéfait par ce revirement de situation et je craignais toujours qu'il s'agisse d'une ruse élaborée. Il m'a donc fallu un certain temps avant d'oser sortir de ma cachette. Mais lorsque je me suis enfin décidé, j'ai découvert que le brouillard s'était levé et que ma chambre était telle qu'elle devait être, le monstre ayant manifestement disparu depuis longtemps. Satisfait, je me suis levé en tremblant et me suis dirigé vers la fenêtre. J'ai tiré le rideau et j'ai ressenti un immense soulagement lorsque les rayons du soleil matinal ont touché ma peau. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais à nouveau humain.
Après avoir savouré ce moment de bonheur, j'ai pris mon téléphone, sachant que j'avais beaucoup d'appels à passer. Après cet incident, j'ai reçu le soutien de mes proches et j'ai cherché une aide professionnelle. Les médecins m'ont dit que le monstre n'était pas réel, qu'il s'agissait d'un délire paranoïaque provoqué par mon état. Je n'ai pas contesté leur diagnostic, mais je savais que ce n'était pas le cas. Les dégâts causés à ma moquette et les profondes marques de griffes laissées sur le sol de ma chambre en étaient la preuve suffisante. La bête est bien réelle, et elle est toujours là. Elle se nourrit du désespoir et du dégoût de soi, et elle vous attaque lorsque vous êtes au plus bas. Je suis convaincu qu'elle m'aurait tué si je n'avais pas allumé mon téléphone au dernier moment. Les messages de soutien et d'amour m'ont redonné espoir, ce qui a blessé la bête et l'a forcée à battre en retraite. Je sais qu'elle reviendra un jour. Pour l'instant, je me sens bien, mais la dépression n'a pas de remède définitif, et je sais que je devrais faire face à de nouveaux défis à l'avenir, subir des revers et des déceptions qui m'entraîneront dans des jours sombres. Mais je sais aussi que je suis assez fort pour la vaincre, tant que j'ai des personnes bienveillantes prêtes à se battre à mes côtés. Alors, si vous vous sentez aussi déprimé que je l'étais, voici le message que je veux vous transmettre. Continuez à vous battre et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Car la bête ne peut vous vaincre que si vous la laissez entrer.